Moi, je vais vous parler en quelques mots, avant de céder la parole à Stanley Doerlemann, de pourquoi je pense que les sciences qui tournent autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui ont vraiment un intérêt crucial dans la maladie d'Alzheimer. Comme vous le voyez sur cette diapositive, les pays qui présentent des personnes âgées majoritaires sont encore relativement rares de nos jours. Vous voyez en rouge foncé, par exemple, les pays où il y a plus de 30% de personnes de plus de 60 ans. Et d'ici à 2050, voilà ce à quoi devrait ressembler la planète. Et comme vous savez que la maladie d'Alzheimer est majoritairement liée à l'âge, eh bien, on devrait faire face à une véritable épidémie de cette maladie dans les années à venir. Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui, puisque la maladie d'Alzheimer est la maladie neurodégénérative la plus fréquente au monde. Elle touche à peu près 5% des personnes de plus de 65 ans, et ça augmente de façon exponentielle avec l'âge pour toucher environ 30% des plus de 80 ans. En France, on estime à environ 1 million de personnes atteintes de cette maladie, et ce nombre devrait être amené à doubler d'ici aussi à l'horizon 2050. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs grandes causes nationales, des plans maladie d'Alzheimer, plans maladie neurodégénérative en cours actuellement, qui visent à mitiger cette terrible pathologie. Alors, c'est d'autant plus important que c'est une maladie qui se développe assez lentement, et on pense que si on retardait ne serait-ce que d'une demi-année le développement de la maladie, eh bien on arriverait déjà à diminuer de plusieurs dizaines de milliers le nombre de personnes atteintes, ça c'est aux États-Unis, et si on retarde de 5 ans, alors là on a divisé par 2 la fréquence, la prévalence de la maladie quelques années après la mise en place de cette mesure préventive. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a un nombre très conséquent de traitements qui sont en cours d'étude. Vous voyez ici dans ces cercles concentriques les traitements qui sont validés. Alors il n'y en a que 4 en France et dans le monde qui ont suffisamment démontré leur efficacité pour être prescrits dans cette maladie au jour d'aujourd'hui. Et puis dans les cercles successifs, il y a les traitements qui sont plus ou moins avancés dans leur développement. Alors, pour ceux qui sont familiers, ici, ce sont les phases 3, c'est-à-dire les phases où l'on teste l'efficacité des nouveaux produits. Phase 2, on teste encore, on essaye de trouver la dose efficace à tester en phase 3. Phase 1, on teste cette fois-ci la tolérance d'un tout nouveau produit chez l'homme. Et dans le cercle blanc le plus distant, c'est les phases dites précliniques, donc avant de passer à l'homme. Ça, c'est une diapo qui date un petit peu, mais il y a toujours un effort très important de développement thérapeutique dans cette maladie. Mais malheureusement, ça pourrait changer dans les années à venir parce qu'on est actuellement face à une véritable crise relative à la recherche dans la maladie d'Alzheimer, notamment du fait des échecs extrêmement nombreux de tous les protocoles thérapeutiques qui ont eu lieu ces 15 dernières années. Et par exemple, les laboratoires Pfizer ont arrêté leur recherche dans le domaine de la maladie d'Alzheimer tout récemment, du fait des difficultés que cela présente. Alors, pourquoi autant de difficultés? Donc, il faut revenir un petit peu à l'historique de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'on appelle maladie d'Alzheimer? Vous voyez ici Augusta D, qui est la patiente chez laquelle Alois Alzheimer, qui est indiqué ici, a décrit pour la première fois des symptômes qui l'a mis en relation avec des lésions dans le cerveau, qui étaient ces lésions-là, qu'on appelle dégénérescence neurofibrillaire. Et donc c'est Emil Kraepelin, qui était le patron d'Alzheimer, qui a, en 1910, écrit pour la première fois la maladie d'Alzheimer, en référence à la description du cas d'Augusta D, qui avait alors 51 ans. Mais il y a d'autres chercheurs, bien entendu, qui ont beaucoup contribué au démembrement, à la description princeps de cette maladie, notamment Oscar Fischer, qui est ici, qui est le premier à avoir décrit ces structures qu'on a appelées ensuite plaques séniles, et qui associe les 2 lésions principales de la maladie d'Alzheimer. Alors, depuis cette description princeps, l'évolution de la maladie d'Alzheimer, du concept de maladie d'Alzheimer,
a considérablement évolué, et je vais vous en toucher deux mots. Ce qui a peu évolué, ce sont justement ces deux lésions. En fait, ces lésions sont ce qui définit histopathologiquement la maladie. Vous avez en rouge ici les plaques séniles décrites par Oskar Fischer, qui sont révélées ici par un anticorps anti-amyloïde, antipeptide bêta-amyloïde. Donc ce sont des protéines qui s'accumulent dans le cerveau, ici en dehors des neurones. Et puis ici en vert, à l'intérieur des neurones, que vous voyez bien dessiné par le dépôt protéique qui les remplit, vous avez des dépôts de protéines Tau, TAU, qui est une protéine qui est importante pour le transport axonal. On sait depuis maintenant quelques décennies que les lésions se déposent de façon stéréotypée dans le cerveau des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Vous avez les lésions amyloïdes, bêta-amyloïdes, qui sont décrites par les phases de Thal. On a d'abord un dépôt à la périphérie du cerveau, puis une évolution centripète de ce dépôt. Et pour la protéine Tau, c'est l'inverse. Ça se dépose d'abord dans les régions les plus profondes du cerveau, notamment assez rapidement les régions temporales médianes. Et ensuite, ça va diffuser aux régions associatives, polymodales et finalement à l'ensemble de l'isocortex. Et donc ces deux types de lésions progressent probablement de façon parallèle pendant un certain temps. Puis il y a une interaction à un moment donné au cours de la vie entre ces deux types de lésions, notamment dans le sens amyloïde qui va faire sortir Tau de l'hippocampe. Et c'est à ce moment-là, les symptômes sont très corrélés au dépôt de la protéine Tau. Alors ça, c'est ce que l'on sait de la pathologie. En clinique, c'est là que les concepts ont le plus changé depuis ces dernières années. Déjà, on a un cortège de symptômes qui définissent la maladie d'Alzheimer, uniquement décrit et publié depuis 1984. Donc ça ne fait pas si vieux. C'était les critères de McCann, du NIN-CDS-ADRDA, qui décrivait finalement une maladie d'Alzheimer lorsqu'on avait une démence, c'est ce qui était appelé la démence, c'est-à-dire une perte des fonctions cognitives se répercutant sur le fonctionnement dans le quotidien, donc une perte d'autonomie, sans qu'il n'y ait d'atteinte cognitive spécifiquement décrite alors, en 84, avec une imagerie qui était uniquement proposée pour exclure les autres causes, par exemple une tumeur cérébrale ou des accidents vasculaires cérébraux, et puis d'autres marqueurs qui étaient proposés, alors par exemple qui n'étaient même pas mentionnés, ou alors qui étaient proposés uniquement pour exclure d'autres causes, encore une fois. Et puis c'est en 2007 que pour la première fois, et puis dans les années qui ont suivi, que des nouveaux critères ont été proposés parce qu'il y avait eu des avancées techniques, biologiques, en imagerie, très conséquentes, qui permettent de porter un diagnostic de maladie d'Alzheimer, cette fois-ci non plus de façon exclusive, par exclusion, mais de façon positive, avec l'association d'un syndrome amnésique, puisqu'on sait que c'est la présentation la plus fréquente de cette maladie. Dans plus de 80% des cas, ça se manifeste avant tout par une perte de mémoire, puis une atteinte des autres domaines cognitifs, comme le langage, la gestuelle, etc. Mais initialement, c'est la mémoire. Et des marqueurs physiopathologiques, c'est surtout ça qui est très important, c'est-à-dire les deux lésions anatomiques que je vous ai présentées, la protéine bêta-amyloïde et la protéine Tau, peuvent maintenant être mises en évidence in vivo et non plus uniquement en post-mortem sur l'analyse histologique d'un cerveau, soit par l'analyse du liquide cérébrospinal ou céphalorachidien qu'on obtient par ponction lombaire, soit grâce à des marqueurs radioactifs, des radioligands en imagerie moléculaire ou en médecine nucléaire. Et vous avez des marqueurs de l'amyloïde et des marqueurs Tau. Et puis, encore plus récemment, et même tout récemment, puisque c'était en avril 2018, hein, donc il y a un mois, qu'est sorti cet article d'un consortium américain, principalement, Cliff Jack est un radiologue américain, qui propose un nouveau paradigme pour faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer, qui cette fois-ci repose plus du tout sur la clinique, uniquement sur une définition biologique, puisque comme on définit la maladie d'Alzheimer sur le plan neuropathologique par la coexistence de lésions amyloïdes et de lésions Tau, et ben maintenant on peut le faire
également in vivo grâce aux marqueurs que je vous ai présentés. Et donc, par exemple, voilà un patient Alzheimer. Même si je vous dis absolument rien le concernant, vous ne savez pas s'il a des problèmes de mémoire, vous ne savez pas s'il a des problèmes de langage, vous ne savez pas s'il est autonome dans sa vie quotidienne, mais uniquement sur ces imageries, pour ce consortium en tout cas, on peut dire qu'il a une maladie d'Alzheimer. Vous voyez ici, c'est une imagerie amyloïde, ici c'est une imagerie tau, et donc on peut dire qu'il a de l'amyloïde et du tau dans son cerveau, donc il a Alzheimer. Il y a également l'aspect neurodégénérescence qui est important à prendre en compte pour ce consortium, toujours, qui peut être étudié en IRM ou avec une autre modalité de tomographie par émission de positrons en injectant du fluorodéoxyglucose. Mais en réalité, la situation est beaucoup plus complexe que celle-ci, qui semble extrêmement simple, notamment parce que, tout bêtement, en médecine, les choses ne sont jamais noires ou blanches, elles sont beaucoup plus souvent grisâtres. Et donc on peut avoir des personnes qui sont amyloïdes positives, mais qui n'ont pas beaucoup de taux, ou alors taux positifs et sans amyloïdes, ou alors qui sont amyloïdes et neurodégénérescence, mais on n'a pas d'informations sur une tauopathie. Et pourtant, certaines peuvent quand même avoir une maladie d'Alzheimer, d'autres, probablement pas. Donc, on est confronté aujourd'hui à l'émergence d'une multitude de ces nouveaux marqueurs. Et je pense que c'est vraiment important de joindre les deux expertises, à la fois cliniques, médicales et scientifiques, notamment dans tout ce qui concerne les systèmes d'intelligence artificielle, pour essayer d'avancer dans la connaissance de cette maladie et peut-être de ces maladies, puisque il y a très probablement la possibilité de démembrer un grand nombre de différents types de maladies d'Alzheimer, certaines avec plus de neurodégénérescence, d'autres avec plus de protéines tau, d'autres encore plus amyloïdes. Et donc c'est là que le neuroscientifique vient à la rescousse du clinicien. Oui, merci. Donc moi je suis Stanley Durleman, donc je travaille avec Stéphane Eppelbaum, effectivement avec une approche qui est tout à fait très complémentaire. Je ne suis donc pas médecin, pas radiologue, ni neurologue ni radiologue. Donc je n'aurais pas la prétention de résumer ce qui vient d'être dit, mais simplement peut-être de restituer ce que moi j'ai pu en comprendre. Et donc ce que j'en comprends, c'est que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui est donc très complexe, qui traverse plusieurs phases, avec l'accumulation de lésions dans le cerveau qui se manifestent progressivement par l'apparition de signes cliniques. Et il y a un motif spatio-temporel de cette évolution, donc à la fois à travers les différentes régions du cerveau et à la fois dans la temporalité avec laquelle ces différents systèmes, ces différentes lésions qui apparaissent, et ces différents symptômes qui sont finalement connus sur des grands principes, mais pas forcément compris au niveau individuel. Et notamment, une des grands challenges, c'est que le diagnostic finalement apparaît quand même très tardivement dans cette maladie qu'on aimerait pouvoir anticiper. Donc la façon dont on a de se poser la question, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux appréhender la complexité de cette maladie en créant, et ce qu'on a vu ce matin, des modèles numériques en fait, de la progression de la maladie, du vieillissement, une sorte de patient virtuel, effectivement, dont on peut construire un cerveau qui vieillit et qui s'altère au cours de la progression de la maladie, en informant ces systèmes par des données qui soient à la fois des données d'imagerie ou des données cliniques. La finalité étant, bien sûr, d'abord de mieux comprendre, effectivement, comme je disais, la complexité de cette maladie dans le temps et dans l'espace, et de comprendre pourquoi, finalement, cette maladie se manifeste aussi différemment chez des individus différents, et quels sont les déterminants qui peuvent expliquer cette variabilité. Et la deuxième finalité étant celle de pouvoir prédire, comme je disais, l'apparition de la maladie, qui ici apparaît souvent tardivement, ou prédire l'apparition d'un symptôme, prédire un changement dans la vie des individus. Donc cette étape de modélisation, effectivement, si on connaissait bien le fonctionnement et les déterminants, les mécanismes de cette maladie, on pourrait construire effectivement un modèle en intégrant tout ça dans des équations et en les résolvant ou en les simulant, ce qui serait l'approche un peu traditionnelle finalement de construire des problèmes, de construire des modèles. Ici, évidemment, on ne connaît pas ces mécanismes, et pour cause, c'est même ce qu'on cherche. On cherche à comprendre notamment leurs effets. Donc on a une approche qui est un petit peu différente et qui est, bien sûr, vous l'aurez compris, basée plutôt sur l'apprentissage statistique. Donc, si je voulais résumer l'idée qu'on a eue en très peu de mots, je dirais qu'on s'intéresse à des bases de données donc, longitudinales où on suit des patients de manière répétée dans le temps. Donc si je vois un premier patient, je le vois à 3 instants, je vois un autre patient,
Je vois un troisième patient. Tous ces patients me disent un petit peu de quelque chose de la maladie. Ils ont chacun une fenêtre temporelle qui décrit leur histoire, leur maladie. Et donc l'idée, c'est d'être capable de réaligner l'ensemble de ces petites séquences temporelles pour recréer ce qui serait le grand scénario de la maladie à travers tous les stades. Et si on est capable de faire ça avec certains types d'algorithmes, alors on aura aussi appris comment ce scénario moyen typique varie au cours de la population. Et on sera donc capable de le personnaliser à un nouveau patient et typiquement de pouvoir compléter une trajectoire individuelle pour prédire qu'est-ce qui arrivera à ce patient dans les 6 mois, dans l'année, dans les 2 ans à venir. Donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut construire ces modèles à partir d'une analyse de données longitudinales. Je ne vais pas essayer de pas être trop technique, il y a 2 slides qui sont un petit peu plus peut-être techniques sur lesquels je vais essayer de passer relativement vite. Mais si vous regardez la littérature sur l'analyse de données longitudinales, vous comprendrez très vite qu'en fait, tout ce qu'on fait revient à dire j'ai un marqueur temporel que je connais du processus que je suis en train d'observer, et ce que je fais, c'est que je regarde comment mes mesures varient ou covarient dans la population à un stade déterminé et connu, par exemple, de la maladie. Or, si vous avez compris ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, on ne sait pas quand on voit un patient Alzheimer, ou même un patient tout court, quel est le stade d'avancement de sa maladie, c'est même quelque chose qu'on recherche. Donc ici, on est confronté à une difficulté essentielle qui est, on cherche non seulement à regarder comment les mesures varient entre les individus, mais on cherche également à recaler temporellement ces séquences entre elles. Donc on a ici, effectivement, le besoin d'apprendre des motifs vraiment spatio-temporels, et ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'avait pas encore vraiment été fait de manière convaincante. Donc ce qu'on propose ici, c'est de construire un modèle en fait, qui s'appelle un modèle hiérarchique, donc assez simplement, où on va faire des hypothèses qui sont relativement sensées pour guider effectivement l'algorithme et le modèle à apprendre quelque chose qui est pertinent, tout en lui laissant une grande marge de liberté pour nous montrer effectivement ce qu'il y a dans les données et ce qu'on ne connaissait pas. Donc on suppose qu'il existe une ou plusieurs trajectoires typiques de la maladie, et que les trajectoires individuelles sont simplement des perturbations aléatoires de cette trajectoire typique, et que ce qu'on observe, c'est jamais que quelques échantillons bruités le long de ces trajectoires individuelles. Voilà, donc pour vous dire les choses un tout petit peu plus formellement, donc nos données sont des points ici, on a des petits points gris, qui sont des points dans un espace mathématique abstrait qu'on appelle ici une variété riemannienne, enfin, peu importe. On suppose qu'il existe une trajectoire, donc qui est effectivement une courbe ici dans cet espace, et qui a une certaine temporalité. Et pour trouver comment on peut dériver une trajectoire individuelle à partir de cette trajectoire de population, effectivement, en créant la notion de courbe parallèle ici dans cet espace abstrait. Et on a une position ici, VI, ici, qui apporte une direction, un vecteur, qui nous dit comment se positionne cet individu par rapport à la trajectoire individuelle. Et puis, il a son rythme particulier, donc effectivement, on peut reparamétrer en temps cette trajectoire et dire que l'individu va plus ou moins vite, il développe la maladie de façon plus ou moins précoce. Voilà, donc tout ça pour dire que bout à bout, on a un certain nombre de paramètres qui vont décrire effectivement comment un individu varie par rapport, on dira, à la moyenne du groupe. Et donc pour ça, on a essentiellement 3 facteurs. On a un facteur d'accélération, pour dire que certains patients vont plus vite et d'autres plus lentement. On a ce qu'on appelle un time shift, pour dire que certains sont en avance ou en retard par rapport à la moyenne. Et on a une notion donc, de ce qu'on appelle un space shift, qui dit effectivement là, que chacun développe en fait, des caractéristiques individuelles qui sont différentes et qui sont indépendantes de la façon dont la maladie progresse. Donc c'est ces variables individuelles qui sont complétées par quelques paramètres qui se décrivent plutôt la population. Alors comment cela fonctionne en pratique? Donc, en pratique, on a par exemple ici un cas simple où on regarde des évaluations neuropsychologiques des patients au cours du temps. Donc c'est les données un peu brutes de départ. Ici, volontairement, une sorte de plaque spaghetti déjà très édulcorée pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc c'est plein d'individus qu'on voit de manière répétée dans le temps. On donne ça effectivement à ce type d'algorithme qu'on a développé. Et ce que cet algorithme nous dit, c'est que voilà, en gros, quand la maladie progresse, vous avez des scores d'évaluation qui s'altèrent. Donc plus vous êtes élevé, plus le score est élevé, plus la fonction cognitive est altérée. Donc sans surprise, vous voyez que c'est la mémoire qui flanche la première, suivie en moyenne 5 ans plus tard de la concentration, suivie 10 ans plus tard plutôt de la langage et du pratique. Et donc quand je montre ça à Stéphane qui est là et qui me dit oui effectivement, ton algorithme ne s'est pas trop planté, ça correspond assez bien mentalement à l'image que je me fais de la maladie et correspond à l'expérience de neurologue.
J'espère que tu oscilles de la tête, c'est bon signe. L'intérêt, c'est que déjà, c'est sorti du cerveau du neurologue pour être ici dans un modèle computationnel, donc il peut être opéré, on peut agir dessus. Et une des choses intéressantes, c'est de regarder non pas la moyenne, d'accord, mais regarder comment cette trajectoire typique de déclin cognitif varie à travers des individus différents. Donc ce graphique, cette slide un peu compliquée, se lit plutôt par colonne. Donc vous avez la première colonne ici qui vous montre, par exemple, que vous avez des individus à un bout du spectre qui évoluent très lentement et d'autres, au contraire, qui évoluent de manière très rapide. Vous pouvez quantifier effectivement les variations de vitesse de déclin cognitif. De la même façon, sur la deuxième colonne, vous voyez que certains se développent la maladie de manière plus précoce et d'autres de manière plus tardive. Et enfin, sur les deux dernières colonnes, vous voyez que le pattern, le motif, effectivement, de déclin cognitif varie. Donc on a vu qu'en moyenne, la concentration et la mémoire s'altéraient à 5 ans d'écart, mais pour certains, en fait, ici, l'altération est quasiment concomitante, alors que cet écart peut être plus que doublé pour certains autres types de patients. De même, vous pouvez voir que l'ordre entre la pratique et le langage, ici, peut être inversé chez certains patients. Donc voilà un modèle qui est capable déjà de décrire, moins grossièrement, l'hétérogénéité du déclin cognitif chez différents patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Bien sûr, donc, une des finalités, c'est effectivement de mieux comprendre la maladie, mieux comprendre son hétérogénéité. Une autre finalité est de pouvoir essayer de prédire, utiliser ces modèles pour anticiper le déclin cognitif. Donc on peut très bien réaliser à partir de ça un prototype très simple, effectivement, de ce qui pourrait être plus tard un système d'aide à la décision, mais qui n'en est pas encore un. J'ai mon modèle moyen, ici, typique, qui est encodé quelque part dans un programme informatique. Je vois un nouveau patient, je lui fais passer les tests neuropsychologiques et je renseigne ses scores ici sur ce graphique, et je suis capable, grâce au modèle, de personnaliser ce modèle à ces nouvelles données, et donc de décrire qu'est-ce que serait le déclin cognitif typique de ce nouveau patient, et basé sur cette information, d'établir peut-être un pronostic et de dire que cette personne, qui aujourd'hui n'est pas diagnostiquée pour la maladie d'Alzheimer, pourrait l'être typiquement entre 79 et 80 ans, alors qu'elle en a aujourd'hui 77. Évidemment, aujourd'hui, le neurologue n'a pas ce système. Donc, ce qu'il fait en général, c'est qu'il dit au patient, au regard des critères actuels, vous n'êtes pas atteint de la maladie d'Alzheimer. Il y a effectivement des tests de mémoire qui ne sont pas très bons, donc on vous demande de revenir 6 mois plus tard. Donc 6 mois plus tard, on peut renseigner les scores. La personne n'est toujours pas diagnostiquée pour la maladie. Le modèle continue à persister que ces scores sont tout à fait compatibles en fait, avec le démarrage d'une maladie d'Alzheimer. Vous avez compris l'histoire. On continue tous les 6 mois les visites. Et puis on s'aperçoit effectivement à la fin qu'entre 79 et 80 ans, la personne avait effectivement été diagnostiquée pour cette maladie. Ce qui laisse entrevoir la possibilité, effectivement, que ces types de modèles personnalisés puissent devenir un jour des modèles prédictifs. Il est temps pour moi quand même de mettre un haut là peut-être aux espoirs démesurés. Ici, c'est un exemple bien choisi qui marche particulièrement bien. Ici, l'erreur médiane en général que l'on commet avec ces systèmes est de l'ordre de 2 ans, donc qui est une erreur effectivement encore beaucoup trop importante pour être déployée dans la routine clinique. Ceci dit, une des raisons, l'erreur est certes forte au regard de la pratique clinique, elle est relativement faible au regard de la très faible quantité d'informations qu'on a injectées dans ces modèles. Ici, un score neuropsychologique qui est extrêmement standard et qui renseigne de manière quand même assez frustre sur l'état cognitif du patient. Évidemment, l'étape suivante, c'est d'être capable d'intégrer d'autres types d'informations dans ces modèles, et notamment les informations venant de l'imagerie. Donc on a été capable, basé exactement sur les mêmes principes algorithmiques, de construire des scénarios typiques d'atrophie corticale. Donc ici, ce qu'on voit, c'est typiquement le motif spatio-temporel d'atrophie corticale au cours de la progression de la maladie. Donc on voit qu'il y a effectivement des régions ici qui sont atteintes, qui sont proches du lobe hippocampique, ce qui est tout à fait cohérent avec la connaissance actuelle sur la maladie. Vous pouvez voir effectivement qu'ensuite, c'est plutôt le lobe temporal ici qui s'amincit. Vous avez des régions qui sont très préservées, qui sont par exemple les aires motrices, ici au niveau du sillon central, et ce qui encore une fois est tout à fait cohérent. Il y a peu de malades d'Alzheimer développant des syndromes moteurs. On a également évalué donc, ces capacités de ces modèles à reconstruire des données, donc soit sur des données d'apprentissage, soit dans des cadres de validation croisée. Donc on remarque qu'on est capable de reconstruire, à une petite erreur près, effectivement, les données d'un sujet qui n'a même pas été vu dans la phase d'apprentissage.
et de montrer que ces erreurs en fait sont même du même ordre que la résolution même de l'image dans laquelle qui a servi à l'acquisition de ces données. De façon intéressante, donc de la même façon, pour ce motif d'atrophie corticale, on peut regarder chaque individu, donc ne suit pas la moyenne, il suit un scénario spatio-temporel qui lui est propre, donc une nouvelle fois avec un ensemble de variables qui modulent ce schéma spatio-temporel. Et on peut regarder, par exemple, quels sont les facteurs de risque connus d'Alzheimer qui influent sur ce motif d'atrophie corticale. Et on voit ici, par exemple, typiquement, que les porteurs du gène de l'allèle epsilon 4 de la POE, qui est connu pour être un facteur de risque d'Alzheimer, ici ont tendance du coup à développer la maladie de manière plus précoce et de manière accélérée. De la même manière, on s'est intéressé, on a essayé de reproduire finalement quel était le motif d'atrophie hippocampique, donc de l'hippocampe, cette structure qui joue un rôle important notamment dans la mémoire au cours de la progression de la maladie d'Alzheimer. Donc on voit ici une nouvelle fois le scénario moyen qu'on a réussi à estimer en analysant une grande quantité d'IRM pondéré en T1. Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que l'atrophie de l'hippocampe au cours de la maladie ici est un motif spatio-temporel qui paraît extrêmement spécifique, sans qu'il soit forcément bien compris. Il est intéressant de noter que l'imagerie est rarement utilisée comme un facteur d'efficacité dans les essais cliniques, et quand elle l'est, c'est souvent à travers une simple mesure qui est celle du volume. Et on voit ici clairement que retracer l'évolution de cette forme, de cette structure cérébrale à l'aide du seul volume est évidemment beaucoup trop fruste, peut-être pour rendre compte de la complexité des phénomènes d'atrophie qui sont en jeu ici. Et de nouveau, je peux regarder, donc ça c'est le même scénario, que je peux échantillonner à peu près à n'importe quelle résolution temporelle, et je peux regarder par exemple comment à un instant donné de progression de la maladie, la forme de l'hippocampe également varie entre les individus. Encore une fois, tout le monde n'a pas le même hippocampe, n'a pas la même forme. Donc je suis capable de dissocier ici sur un axe horizontal, ce qui est dû à la progression de la maladie, et sur un axe vertical, ce qui est issu d'une hétérogénéité naturelle, une variabilité interindividuelle entre les individus. Et donc on a ici effectivement le cadre mathématique qu'on a construit nous permet du coup de regarder cette variabilité interindividuelle à n'importe quel stade d'évolution de la maladie pour construire ce qui est une sorte de grande carte spatio-temporelle de la maladie avec toutes les lignes, pour regarder cette figure ligne par ligne qui sont au milieu de la trajectoire typique et puis des patients virtuels finalement qui s'éloignent de plus en plus de ce scénario moyen ou colonne par colonne qui est comment la variabilité de la forme de l'hippocampe varie quand on vieillit ou quand une maladie progresse. Et de nouveau, on peut regarder les facteurs de risque connus qui peuvent influencer sur ces motifs d'évolution. Et ici, par exemple, pour l'atrophie hippocampique, on remarque que la première différence qu'on retrouve, c'est celle entre les hommes et les femmes, où effectivement, les hommes ont plutôt tendance à avoir une atrophie corticale plus rapide que les femmes. Alors, on sait qu'il existe un sorte de dimorphisme sexuel dans la maladie d'Alzheimer qui est surtout notamment renseigné sur la prévalence, mais très peu qui ont mis en évidence effectivement des effets plutôt biologiques ou sur l'imagerie, des différences entre les hommes et les femmes. Ce qui peut avoir évidemment certaines implications importantes sur la prise en charge différenciée de la maladie. Et de la même façon, on remarque que donc, les fameux porteurs de cet allèle APO4 ont là aussi tendance à avoir une atrophie hippocampique qui est plus précoce que ceux qui n'en sont pas porteurs. Voilà, donc ce sont des travaux en cours. Je dirais que pour conclure, ce qu'on a d'abord construit, c'est une sorte de nouvelle famille d'algorithmes qu'on appelle donc aujourd'hui l'intelligence artificielle et qui s'adaptent à des données longitudinales, donc qui est un cas un peu spécifique où on observe des gens à quelques instants de manière répétée dans le temps. Et je pense que voilà, il y avait peut-être un manque, enfin ici une opportunité de développer des méthodes qui soient bien adaptées à ce schéma-là et notamment être capable d'inclure les concepts de réalignement temporel dans des tâches d'apprentissage sur ce type de données. On a donc construit effectivement un certain type de modèles, déclin cognitif, atrophie corticale, atrophie hippocampique. On est aujourd'hui en train de travailler bien sûr sur l'autre aspect manquant et que vous aurez vu de vous-même qui était toutes les lésions amyloïdes et tau dont on a parlé, et sur lesquels nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Donc on est capable de reproduire finalement l'hétérogénéité de la manifestation de la maladie au niveau individuel, et on travaille aujourd'hui à le montrer encore de manière peut-être encore plus évidente que ce que j'ai pu vous montrer là. En attendant, on peut quand même remarquer que
beaucoup des effets de risque connus de la maladie d'Alzheimer, qui sont connus souvent pour dire altérer effectivement ou changer typiquement une épaisseur corticale ou un volume d'hippocampe ou des scores neuropsychologiques. Ici, dans notre approche, sont quasiment systématiquement associés non pas à des différences interindividuelles, je dirais, intrinsèques, mais sont liés à des différences dans la dynamique de progression de la maladie. Ouais, donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et finalement, ce qui laisserait à penser que beaucoup d'études qui ont été faites jusqu'à présent et qui montrent des différences de groupe sur ces différents critères sont faites dues à probablement un mauvais réalignement temporel des données, où on observe des gens qui ne sont pas au même stade de progression, mais qui sont liés à des stades de progression différentes. Donc ici, notre approche permet probablement un nouvel éclairage sur les travaux passés sur cette maladie. Et bien sûr, ce qu'il nous reste à faire, c'est à compléter le prototype finalement de système d'aide à la décision que je vous ai présenté rapidement, afin d'y incorporer effectivement beaucoup plus d'informations, et notamment celles venant de l'imagerie, et pour créer effectivement des systèmes qui, demain, permettront aux neurologues peut-être de changer la façon de prendre en charge ces patients. Voilà, on voudrait terminer en disant qu'au départ, on devait présenter cette présentation à 3 avec un neurologue et une neuroradiologue, et donc moi qui devais finir. Donc Anne Bertrand était censée être la neuroradiologue et qui a décédé tragiquement effectivement cette année, il y a quelques mois. Donc je vais laisser Stéphane Eppelbaum en parler. Oui, merci au professeur Berry de nous avoir permis de faire cet hommage donc à Anne. Anne qui était donc une amie très chère et une collègue également éminente. Anne était une personne extraordinaire, très accomplie dans de divers domaines, à la fois grande musicienne, globetrotter, randonneuse en montagne, danseuse de Lindy Hop. Enfin, elle avait de très nombreuses facettes. Et c'était notamment une chercheuse hors pair, neuroradiologue, déjà clinicienne avant chercheuse. Toujours, elle avait à cœur de prendre en charge les patients au mieux des capacités à la Pitié-Salpêtrière notamment, et puis ensuite à l'hôpital Saint-Antoine. Et dans ses activités de recherche, elle travaillait avec Stanley, Olivier Colliot et moi-même à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, à l'équipe Aramis. Et notamment, peu de temps avant son décès brutal, elle avait publié cet article dans JAMA Neurology, qui est un très très bon journal de neurologie, un journal scientifique, sur les approches dont Stanley vient de vous parler, qui permettaient, dans ce cadre-là, de trouver des anomalies chez des personnes porteuses d'une mutation particulière pour un gène qui s'appelle C9orf72, qui ne donne pas une maladie d'Alzheimer, mais une maladie voisine, une démence frontotemporale, donc une maladie qui affecte le comportement, une maladie terrible qui affecte le comportement, donne une perte des convenances sociales, des modifications du comportement alimentaire, une grande apathie, un émoussement affectif. C'est une maladie terrible. Et grâce aux travaux d'Anne, notamment, je pense que des essais thérapeutiques pourront être menés dans la phase préclinique, présymptomatique de cette maladie chez les personnes porteuses de mutations. Donc, nous nous sommes donnés vraiment comme mission de continuer ces travaux et d'essayer de lui rendre hommage par ce biais-là. Et voilà, merci pour votre attention, et si vous avez quelques questions.